Voilà, donc après avoir cliqué sur l'archive STF Setup, on obtient le dossier STF Setup, et dans le dossier STF Setup, on clique soit sur le raccourci, soit dans Debug, on trouve le Setup. Une fois qu'on clique sur le Setup, il suffit de suivre les différentes étapes du Setup pour l'installation. C'est très facile. Une fois que le logiciel est installé, on le lance et on obtient la fenêtre principale de Statistical. Ça, c'est la fenêtre principale de Statistical Test Finder, version bêta ou version 1 si vous voulez. C'est une version d'essai dans laquelle il se pourrait qu'il y ait un certain nombre de problèmes qu'on va corriger, Inch'Allah, dans le futur. Donc, c'est très simple comme interface. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'avant de commencer, il faut toujours cliquer sur avant de commencer, sur ce bouton avant de commencer. Voilà, lorsqu'on clique sur avant de commencer, on a un menu qui s'affiche et on a un certain nombre de conseils qu'il faut lire avec assiduité avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et dans ces conseils, on retrouve notamment les différentes options décrites dans STF et dégagées par STF: décrire, explorer, corréler, modéliser, comparer, classifier, etc. Je vais revenir sur ces différentes options pour les expliquer. Donc, dans ce texte, on suppose que l'auteur est arrivé à ce stade. Celui qui est arrivé à ce stade est censé maîtriser les ABC de la recherche et il a collecté un jeu de données qu'il compte bien sûr traiter statistiquement. Bien lire, bien suivre les conseils avec une règle d'or pour pouvoir utiliser les différentes options de manière correcte. C'est un texte et puis on retrouve aussi un schéma par objectif. Donc si on veut faire une statistique descriptive, un trait à plat, on opte pour décrire. Si on veut réduire les dimensions, synthétiser de nouvelles variables, détecter des associations, on opte pour explorer, etc. Ensuite, on a un tableau qui explique la nature des variables, le type des variables, nominal, ordinal, intervalle, rapport, etc. C'est toujours bon à savoir. Et puis, les différentes options, chaque option, ce qu'on peut retrouver, elle n'est pas exhaustive, ce tableau n'est pas exhaustif, mais ça donne une idée sur les différentes options. Puis, dans aide-mémoire, on a les principaux concepts dans l'application, pour ceux qui ont oublié, ou c'est juste pour nous rappeler la signification des principaux concepts qu'on peut ou que je peux utiliser soit dans les tests, soit dans les vidéos. Et dans rechercher, on pourrait mettre un mot, par exemple n'importe quel mot, et le rechercher va se colorier en jaune. Voilà, grosso modo. En quittant cette fenêtre, je reviens sur la fenêtre principale et je peux à ce moment-là cliquer sur le bouton principal qui est trouver le bon test. En cliquant sur le bon trouver le bon test, on a 6 options qui s'affichent. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Donc on a décrire, comparer, associer ou corréler, modéliser, régression, explorer, et enfin classifier ou dresser des typologies. Pour ces différentes options, je vais d'abord les expliquer de manière plus approfondie. Pour la description, ça a un rapport avec le trait à plat, avec la description des variables, qu'elles soient nominales, par exemple, on veut dresser un schéma un graphique de fréquence, de pourcentage, de médiane. On veut, pour les variables quantitatives, on peut calculer la moyenne, l'écart type, etc. On peut aussi être amené à définir ou à vérifier la normalité des données, surtout pour les données quantitatives, si elles épousent donc la courbe de Gauss ou la courbe normale, oui ou non. On peut pour cela compléter par les tests de normalité de Kolmogorov-Smirnov ou ceux de Shapiro-Wilk. Encore, pour vérifier l'homogénéité, opter pour le test d'homogénéité de Levin. Tous ces éléments-là rentrent dans la catégorie description des variables. On peut aussi donc décrire cette courbe de Gauss
en décrire l'aplatissement, c'est-à-dire est-ce qu'elle a tendance à être plate ou plutôt dans le sens contraire. Ça dépend de la distribution homogène ou hétérogène des écarts types. Il y a aussi ce qu'on appelle l'asymétrie, asymétrie avec un A ou skewness en anglais. Et donc, est-ce que la courbe a tendance à être plus vers la gauche ou plus vers la droite ou centrée. Voilà, ces différents éléments nous permettent de caractériser nos données. Ces différents éléments nous permettent de caractériser nos données, de connaître nos données avant de procéder à l'analyse et d'aller plus loin en choisissant les tests statistiques. Sachant que les tests statistiques, grosso modo, sont divisés en deux grandes parties. Il y a les tests paramétriques et les tests non paramétriques. Les tests paramétriques exigent que les données soient normales, que les données suivent la courbe de Gauss. Et donc, si on s'aperçoit que nos données ne suivent pas la courbe normale, on peut, au lieu d'utiliser un test paramétrique qui nous donne des résultats biaisés, opter plutôt pour un test non paramétrique. Pour les variables ordinales, nominales, c'est généralement des tests non paramétriques qui sont utilisés. Voilà pour ce premier point qui est d'écrire. Pour le point explorer, c'est une option très intéressante dans laquelle généralement on utilise explorer lorsqu'on a un jeu de données qu'on a collecté, on a fait notre enquête du terrain, on a collecté un certain nombre de données, on a peut-être commencé par quelques variables et puis au fil de la collecte des données, on s'est aperçu que celui-ci a pris de l'ampleur et puis on s'est aperçu que finalement on est en présence d'un jeu de données important. Et lorsqu'on est en présence d'un important jeu de données, on commence par explorer. Explorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les dimensions. Si on a une vingtaine de variables, ça serait très difficile de travailler avec. Il faudrait réduire ça peut-être à 4 ou 5 variables au maximum. Donc c'est ce qu'il est convenu de qualifier par réduction des dimensions, de synthétiser de nouvelles variables en nombre maîtrisable, et éventuellement de détecter des associations. Parfois, dans un jeu de données, on ne sait pas quelle variable est associée avec quelle variable. Et donc, en faisant une exploration des données, on s'aperçoit quand même qu'il y a des associations ou des corrélations. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer, à travers corréler, d'aller plus loin en prenant les variables en question et d'aller en profondeur sur cette question. Et généralement, lorsqu'on utilise l'option explorer, on a un certain nombre d'analyses, analyse factorielle des correspondances, analyse des correspondances multiples, analyse factorielle discriminante, analyse en composantes principales et d'autres. Donc, c'est des analyses factorielles qui nous permettent d'explorer, de réduire les dimensions, de détecter des associations, etc. L'autre option, c'est la comparaison, comparer. On utilise comparer lorsqu'il s'agit de comparer par exemple la moyenne d'un échantillon unique par rapport à une norme. Par exemple, on veut analyser un niveau d'éclairement ou un niveau de performance quelconque dans une situation quelconque avec un échantillon bien déterminé. Et on veut voir si la moyenne de l'échantillon elle correspond à la norme exigée ou pas, ou peut-être à une moyenne, à une tendance théorique. Ça, lorsqu'on est en possession d'un échantillon unique. On peut faire opter aussi pour comparer lorsqu'on est en présence de deux ou plusieurs groupes ou échantillons. Comparer n'est pas très utilisé dans la recherche en architecture et en urbanisme. Il est plutôt très utilisé en sciences médicales, en biologie, etc. Lorsqu'on a plusieurs groupes, plusieurs des traitements à utiliser. Mais on peut l'utiliser en architecture dans certaines situations, comme lorsque on veut caractériser la conception architecturale entre deux groupes, l'utilisation de moyens différents, voir si, par exemple, en changeant des moyens de conception, on peut arriver à des résultats différents. Donc, c'est toujours utilisable. Lorsqu'on utilise comparer, on peut aboutir à des tests comme le test T pour échantillon unique, le test T de student pour échantillon indépendant, le test T de student pour échantillon appareillé, etc. Sachant que l'échantillon indépendant, ça veut dire que c'est deux échantillons complètement indépendants l'un de l'autre. Pour les appareillés, c'est le même groupe dont on fait la mesure deux fois, par exemple. Voilà grosso modo de quoi il s'agit pour l'option comparer.
Pour corréler, qui est très intéressante aussi, il s'agit à chaque fois de vérifier ou d'étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables. Si on veut calculer la corrélation entre deux ou plusieurs variables, vérifier si la présence d'un attribut est liée à la présence d'un autre attribut. S'il y a une relation de causalité, d'association, de corrélation, on opte pour l'option corrélée. Dans l'option corrélée, on a plusieurs tests qu'on peut utiliser, mais ces tests-là, on ne peut pas les utiliser comme ça. Ça dépend de la nature des variables qu'on a sous la main. C'est pour cela que la détermination de la nature des variables est prépondérante. Par exemple, si on a des variables qualitatives nominales, on peut utiliser le test d'indépendance du qui-de. Dans l'application, ces choses-là sont très détaillées. Je passe rapidement. On a par exemple des données quantitatives continues, c'est le test de corrélation de personnes qui s'impose. Si on a des données ordinales par exemple, ou des données, des données quantitatives mais qui ne suivent pas la normale, on peut opter pour le test du row de Spearman, etc. Si on a des données mixtes, quantitatives et ordinales, on peut opter pour l'état sur tableau de contingence, et ainsi de suite. Il y a d'autres tests. Donc ici, lorsqu'on opte pour corréler, il s'agit pour nous de vérifier la corrélation ou l'association entre une et ou plusieurs variables. L'option modéliser est un peu plus avancée, et dans modéliser, il y a beaucoup de ressemblances avec les corrélations. Dans les corrélations, on cherche les associations entre variables, mais ici, on cherche à modéliser, à prédire, c'est-à-dire à caractériser l'évolution future en fonction des données du présent. On a une corrélation entre variables au présent et on veut connaître ce qu'il en sera dans le futur, et on peut avoir recours à la modélisation en optant pour modéliser. Ici, la relation entre variables, c'est plutôt une relation de ce qu'on appelle de régression pour les variables quantitatives continues. Une régression linéaire simple entre deux variables. C'est une relation prédictive, une régression linéaire multiple lorsqu'il s'agit de la faire entre plusieurs variables. Lorsqu'il y a un mélange de variables quantitatives, nominales, il y a ce qu'on appelle la régression logistique nominale, ordinale, etc. Lorsqu'il y a un grand nombre de variables des deux côtés, on opte pour l'Ankova ou la Manova, sachant que ici, au niveau de la régression, il est très important de définir la notion de variable dépendante et indépendante. C'est-à-dire la variable dépendante, c'est la variable prédite, c'est la variable caractérisée. La variable indépendante, c'est la variable prédictive, celle qui nous sert à prédire la variable dépendante. C'est des notions qu'il faut bien expliquer. Et puis, une dernière option qui peut généralement s'associer à l'exploration, mais que j'ai mise, disons, dans une option séparément, c'est l'option classifiée, en partant du principe que généralement dans notre métier, on utilise beaucoup les classifications, les taxonomies, les typologies, mais on fait rarement appel à des méthodes scientifiques statistiques. Ici, j'ai choisi uniquement deux méthodes. Donc, pour des variables nominales qualitatives, la Two-Way Cluster Analysis, qu'on peut retrouver sous SPSS, et la classification hiérarchique ascendante pour les variables continues qu'on peut retrouver sous différents logiciels comme SPSS, ExcelStat, etc. Et là, il s'agit, lorsqu'on a pour objectif, connaissant les données qu'on a sous la main, on veut créer des classes ou des types. Voilà, on opte pour cette option. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon rapide des différentes options. Et donc, je reviens sur les différentes options. Maintenant, je peux choisir mes options. Je peux les choisir en étant en connaissance de cause. Par exemple, j'ai deux groupes. Je choisis l'option comparer groupe ou échantillon et je clique sur continuer. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on veut comparer, il se pourrait qu'on veuille comparer un groupe avec une tendance ou une norme, un seul groupe. On peut comparer deux groupes, trois groupes. Je vais prendre pour l'exemple comparer deux groupes et je clique sur continuer. Et ici, j'ai cette fenêtre qui apparaît
Et dans cette fenêtre, je dois définir plusieurs paramètres importants. Je ne dois pas me précipiter sur la détermination du test. De toute façon, le test ne fonctionnera pas si tous les paramètres n'ont pas été cochés. Mais je dois définir les différents paramètres. Par exemple, la nature des groupes, je dois cocher soit les groupes sont indépendants ou appariés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des groupes indépendants sont deux groupes, deux populations différentes. Les groupes appariés, c'est la même population mesurée deux fois. Ça, c'est important. Je clique par exemple sur deux groupes indépendants et je définis les variables, la dépendante et l'indépendante. Je veux mesurer quoi? Qu'est-ce qui va influer sur quoi? La variable qui influe, qui est la prédictive, c'est la variable indépendante. La variable résultante prédite, c'est la variable dépendante. Je définis les deux variables. Et donc, si je veux calculer, par exemple, le niveau d'éclairement entre deux groupes, deux échantillons, deux groupes indépendants, la variable niveau d'éclairement est une variable quantitative, et j'ai deux groupes. Donc, deux groupes, c'est groupe 1, groupe 2, donc c'est une variable qualitative nominale. Les données de la valeur quantitative continue suivent une distribution normale. Donc, je peux cliquer, je peux définir, trouver le test. C'est le test T de student. Le test T de student qui me donne dans un premier temps la définition du test qui est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes d'échantillons. L'objectif est de vérifier si les moyennes des deux groupes sont significativement différentes du point de vue statistique. Et ceci permet aux chercheurs de prendre une décision statistique en rejetant ou non l'hypothèse nulle, sachant que l'hypothèse nulle stipule toujours qu'il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des deux groupes, ou mesure, dans le cas du groupe apparié. Le groupe 1 est égal au groupe 2, ou mesure 1 est égal à mesure 2. L'hypothèse alternative, qu'on va retenir maintenant, suppose l'existence justement de cette différence. Et voilà, dans notre exemple, on a l'exemple qui stipule que donc, dont l'objectif est de comparer le niveau d'éclairage ou d'éclairement naturel enregistré dans deux échantillons de salles de classe. Le premier échantillon regroupe un ensemble de salles à fenêtres ordinaires et le deuxième regroupe un ensemble de salles dont les fenêtres ont été augmentées en surface éclairante par rapport aux premières. Vous voulez savoir la différence entre les deux échantillons. La variable dépendante, c'est le niveau d'éclairement quantitative, et la variable indépendante, c'est la variable qui caractérise ou qui qualifie les deux groupes, soit à fenêtre ordinaire, soit à fenêtre augmentée, et qui est une variable qualitative nominale à deux modalités ou à deux niveaux de mesure. Voilà, donc j'ai le test, je peux utiliser donc le test T-Student, T de student, de manière en étant sûr d'avoir choisi le bon test. Mais je peux, si j'ai des doutes sur des données, sur des concepts, je peux cliquer sur Aide et j'ai les différentes façons de faire lorsqu'on est en présence d'un seul groupe ou échantillon, lorsqu'on est en présence de deux groupes ou échantillons, lorsqu'on est en présence de trois groupes ou échantillons et plus, etc. Donc je peux et je fais. Je peux aller loin et donc retrouver le même test dans une vidéo que j'ai uploadée sur YouTube. Donc pour chaque test que je vais trouver, soit dans comparer, soit dans corréler, soit dans explorer, soit dans modéliser, soit dans classifier, le test que je détermine au niveau de l'application, je peux aller le visualiser en vidéo. Donc le test en vidéo, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Je peux visualiser le test sous SPSS. Malheureusement, je n'ai pas encore développé les vidéos sous Sphinx ou sous XLStat. Donc je suppose que ces trois logiciels pour moi sont les plus intéressants, les plus utilisés. Il y a aussi Statistica que certains utilisent, mais il n'est pas très répandu. Donc je préfère SPSS, Sphinx et XLStat. Je compte développer des vidéos prochainement pour Sphinx et XLStat. Pour le moment, ces boutons ne fonctionnent pas. Seul le bouton SPSS fonctionne. Je peux aussi calculer ou visualiser une vidéo sur ce que c'est que la p-value. Parce que la p-value ou le seuil de significativité statistique il revient souvent. Je ne peux accepter l'hypothèse alternative, rejeter l'hypothèse nulle, qu'en vérifiant ce qu'on appelle la p-valeur ou la p-value ou encore le seuil de significativité statistique.
Je peux aussi comprendre la normalité, le test de KS, donc Kolmogorov-Smirnov, ou celui de Shapiro-Wilk, ou encore le test de Levin. Si je veux donc un rappel, je peux cliquer sur ces différents boutons. Pour le moment, j'ai déterminé pour mon analyse le test. Donc j'ai deux groupes ou des échantillons. J'ai déterminé le test T de student et je veux visualiser sur YouTube le test T de student. Là, la rapidité de l'exécution dépend un peu de la connexion et de certains éléments, de niveau matériel du PC, etc. Et j'ai donc le même test expliqué dans une vidéo avec des données réelles sous SPSS, comment il fonctionne. Voilà pour ce qui est de ce test. On peut répéter la chose pour ce qui est, par exemple, d'explorer, juste comme ça. On va cliquer sur explorer. Donc ici, on a les méthodes d'analyse factorielle qui dépendent, elles aussi, du jeu de données, du type de variables. Est-ce qu'elles sont qualitatives nominales seulement? Est-ce qu'on est en présence de plusieurs variables qualitatives nominales? Seulement deux variables qualitatives nominales? Plusieurs variables qualitatives nominales? Plusieurs variables qualitatives ordinales, quantitatives, etc. Donc la détermination du test dépend de la nature des variables. Donc si on est en présence de deux variables qualitatives nominales seulement, c'est l'analyse factorielle des correspondances qui va s'afficher avec la définition et l'exemple. Si on est en présence de plusieurs variables qualitatives nominales, c'est plutôt l'analyse des correspondances multiples. Si c'est plusieurs variables qualitatives ordinales, c'est l'analyse en composante principale. Idem pour plusieurs variables qualitatives, plutôt quantitatives, continues. Si on a plusieurs variables qualitatives et une variable plusieurs variables quantitatives et une variable quantitative, c'est plutôt l'analyse discriminante, etc. Et pour chacune de ces jeux de variables ou de ces jeux de données, on a la vidéo correspondante sous SPSS. L'analyse en composante principale. L'analyse en composante principale.